Pierre Porto, de Blockchain Solutions. Je te laisse la télécommande. Et c'est à toi. Je te laisse. C'est juste bien mettre le micro. Ok, ça marche. Bonjour. Moi j'avais prévu une présentation de 3 quarts d'heure, donc il va falloir que j'accélère un peu. Donc ça va être, je vais essayer de passer un peu vite au début. Je me présente. Donc j'ai fait 10 ans de trading. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je travaille exclusivement sur Bitcoin et maintenant blockchain. Et j'ai monté l'année dernière, pendant l'été, une société de conseil qui s'adresse à tous les gens qui sont intéressés par la technologie Bitcoin et blockchain. Voilà, donc on va passer rapidement. Mon associée Raoula, elle est consultante, elle était ancienne de chez McKinsey, elle fait aussi du trading avec moi. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler d'architecture. Parce qu'au final, on peut parler de métier dans cette présentation, de back-office. Pourquoi est-ce qu'on va avoir des réductions de coûts potentielles avec la technologie blockchain? Tout simplement parce qu'on change d'architecture. On passe d'une architecture centralisée à une architecture décentralisée. Alors, pourquoi aujourd'hui on a une architecture centralisée? Alors, il y a des raisons qui sont fondamentalement historiques. La majorité des processus, des procédés que nous avons aujourd'hui sur les back-office dans le système financier sont des processus qui ont une histoire. Et cette histoire date de l'époque où on transférait physiquement les titres, les bonds, en papier, de banque à banque. Et ces processus, ils n'ont pas beaucoup évolué. Alors, ils n'ont pas beaucoup évolué pour une raison assez fondamentale et assez importante, c'est que quand ils ont été créés, il n'y avait pas d'autre solution. Il n'existait pas de protocole qui permettait de décentraliser ce genre de processus. Donc vous avez aussi des raisons légales, par exemple, ou géographiques et juridiques réglementaires. Vous avez un dépositaire par pays actuellement, au moins un dépositaire par pays. Vous ne pouvez pas déposer vos titres dans un pays étranger, c'est pas forcément évident. Donc la raison pour laquelle on a cette architecture en étoile, avec au milieu, par exemple, dans ce cas, une chambre de compensation ou un marché financier, c'est qu'on n'avait pas le choix. Donc aujourd'hui, avec la technologie de la blockchain, on a le choix. On peut décentraliser tous nos processus. Alors, on va parler un peu des conséquences de cette architecture. Donc, alors, on voit pas bien, mais là, je vous ai mis, pour ceux qui connaissent le back-office, c'est un petit schéma de back-office. On voit bien des boucles, les trades qui descendent du front-office au back jusqu'à la compta, qui remontent par le middle, toutes des procédés de réconciliation à tous les étages. Ça, c'est un vrai schéma de back-office qui date quand je travaillais en banque. C'est un process très simple. Les process qui existent en réalité sont bien plus complexes. Donc la première chose qu'on voit, à cause de cette architecture centralisée, c'est qu'on a une énorme complexité. Au fur et à mesure, en plus, qu'on rajoute des produits, on a un back-office supplémentaire. Donc comme l'a dit Carrie tout à l'heure, dans les banques, on est organisé en silos, qui la plupart du temps ne communiquent pas entre eux. Donc on multiplie chaque produit. On veut traiter des bonds, on veut traiter des actions, on veut traiter des dérivés listés. À chaque fois, on a un back-office différent, qui font plus ou moins tous la même chose. Des systèmes qui ne sont pas interopérables. Ils sont arrivés à une époque différente, dans différents pays. Donc on rajoute à chaque fois des back-office. Beaucoup d'opérations manuelles. Quelque chose de très important, c'est les référentiels. Aujourd'hui, même au sein d'une même banque, vous avez des référentiels différents, même dans les actions. Je prends l'exemple que je connais bien. Moi, je faisais de l'arbitrage. J'avais un référentiel qui m'était propre, et je n'avais pas le même référentiel que le desk à côté. Pourtant, on travaillait juste à côté, dans le même... on avait le même back-office, on partageait beaucoup de choses, et pourtant, on n'avait pas le même référentiel. Donc, on a multiplié dans des silos qui ne sont pas interconnectés, qui ne sont pas interopérables. C'est pas très efficace. Là, je vous ai mis une transaction Swift, ici, par exemple.
La transaction SWIFT, vous avez des données classiques. Alors, qui fait l'opération? J'achète quel titre? Ça, je crois que c'est une MT 543, donc il y a toute une nomenclature extrêmement compliquée. Donc j'achète des titres, quelle quantité, tel prix. Bon, ça, c'est des opérations classiques. Dans une transaction, je ne peux pas faire autrement. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est après. Tout ce qui est après, en fait, c'est la description du chemin que va emprunter mon titre. Et là, vous avez un schéma un peu classique d'un marché organisé où on va passer du client au broker, ensuite à la bourse, ensuite on va passer les phases de clearing, de settlement, et on va aller de l'autre côté jusqu'au dépositaire final. Et donc il faut décrire dans une structure en étoile, une structure centralisée, il faut décrire l'intégralité du chemin, sinon notre action ne va pas au bon endroit. Alors on dit souvent aussi que le back-office c'est un métier, c'est un centre de coût, mais c'est aussi un métier dans lequel on peut perdre beaucoup d'argent. J'ai, encore une fois, dans mon expérience, j'avais traité avec une grande banque américaine, dont je tairai le nom, et tout le monde refusait de traiter avec eux. Tout le monde refusait de traiter avec eux parce qu'à chaque fois qu'on faisait une opération, en l'occurrence c'était des swaps OTC, à chaque fois il y avait des problèmes. Le trade mettait parfois des semaines à être settlé, il y avait des problèmes dans les coupons, plus personne voulait traiter avec eux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le marché dans lequel j'étais, en gros, 4 acteurs représentaient 80% du marché. Cette banque américaine, elle pouvait traiter qu'avec les 20% qui restaient. Donc elle passait d'un marché très liquide à un marché extrêmement illiquide. Tout ça parce que son back-office n'était pas capable de gérer correctement les opérations. Et alors ça a un impact direct en termes de coût. Quand vous diminuez par 5 la liquidité de votre marché, vous augmentez aussi les spreads. Nous, on pouvait traiter avec un point de base au prix, entre le prix d'achat et le prix de vente. Eux, ils traitaient à 5. Donc le back-office, c'est vraiment fondamental et c'est critique, on peut perdre beaucoup d'argent. En l'occurrence, ils ont failli beaucoup en perdre et j'ai pas le temps d'aller plus loin. Alors, on va venir sur l'architecture décentralisée maintenant. L'avantage, c'est qu'on peut échanger directement d'une entité à une autre des actifs. Donc, l'énorme avantage qu'on voit tout de suite, c'est que tout ce qui est post-trade, tout ce qui est géré aujourd'hui par un back-office, ça n'existe plus. Il n'y a plus de post-trade, il n'y a plus de règlement livraison. Le règlement livraison, il se fait automatiquement. Il y a une société qui s'appelle T0, je crois, dont son slogan maintenant, c'est « The trade is the settlement ». Quand vous effectuez une transaction, vous effectuez aussi le règlement et la livraison. Le tout en même temps, de manière instantanée. C'est là qu'on va voir le véritable changement. On change d'architecture et on permet une réduction de coûts fondamentale, quasiment, c'est faux en l'occurrence, mais on pourrait dire qu'on pourrait supprimer le back-office. Parce qu'on supprime cette partie post-trade. Alors, en l'occurrence, le back-office fait bien d'autres métiers. Alors, hop, je tourne mon slide, mais pas celui-là. On va s'attarder un peu plus longtemps sur ce slide-là. Qu'est-ce qui est possible maintenant avec la blockchain? Donc, comme on l'a dit un peu avant, plus d'intermédiaires, plus de post-trade. Chaque entité possède une copie de la blockchain. Donc, il y a traçabilité, transparence, c'est les premières choses qui viennent en tête. Il y a aussi redondance, redondance des systèmes. Si la bourse de Paris tombe, voilà, terminé, la bourse de Paris est tombée, on ne peut plus traiter. Là, aujourd'hui, vous n'avez plus d'intermédiaire central. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça veut dire qu'il est possible de ne pas en avoir. Donc on va lister un petit peu les avantages. Évidemment, le premier, c'est diminution des durées de traitement. Plus de post-trade. Le settlement d'une action à T+3, à J+3, ça n'existe plus. On peut settler directement. On peut même inclure directement le paiement dans le transfert de titres. On peut même imaginer des transactions avec plusieurs personnes qui transfèrent
à plusieurs autres dans la même transaction et qui payent aussi aux différentes entités. Tout ça dans une transaction. Alors qu'aujourd'hui, dans un back-office, voilà, vous avez le back-office titre. Le back-office titre doit effectivement s'occuper aussi des paiements, de réconcilier à chaque fois, toujours dans ces boucles de réconciliation qui sont longues, fastidieuses et souvent encore manuelles. Donc là, on peut le faire d'un coup. Donc ça va fluidifier tous nos process. Ce qui est intéressant, donc, par exemple, le processus, protocole DVP, donc on paye directement dans une transaction. Un des métiers du back-office qui est imposé par la réglementation, ça va être le reporting. Plus besoin de reporting. Tout est dans la blockchain publique. On peut même imaginer d'ailleurs, on peut imaginer une blockchain dans laquelle toutes les transactions sont, on va dire, cryptées. Donc on sait qu'il y a une transaction, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on pourrait imaginer que le régulateur, lui, détient un set de clés particuliers qui va lui permettre de dévoiler toutes ces transactions. Il va pouvoir vraiment faire son métier. Plus besoin de reporting, lui, il a directement accès, il a une copie de la blockchain. Il a accès directement à toutes les transactions chez lui. Donc reporting, on oublie. Ce qui est intéressant aussi, et donc ça Manuel en a parlé, c'est le contrôle des accès. On peut imaginer avec la blockchain que, par exemple, un trader, on lui donne un droit d'accès bien particulier à telles actions, tel montant de capital, qui peut traiter sur tel marché. Donc ça, on peut le contrôler, on peut lui donner accès à des clés, on peut même supposer que, par exemple, dans le cas d'un trader junior, on va demander à ce qu'il y ait 2 signatures avant qu'il fasse un trade. Donc voilà, son supérieur va devoir signer sa transaction avant qu'il l'envoie sur le marché directement à la contrepartie. On en a parlé également, tout ce qui est au niveau de la qualité des données. Il n'y a qu'une seule source de vérité aujourd'hui, et c'est la même pour tout le monde. C'est le principe de la blockchain, on a une base de données décentralisée avec une seule version de la vérité. Alors, encore un métier important du back-office, c'est la conservation de la piste d'audit. Là, mécaniquement, comme pour le reporting, on peut tracer un produit de son émission jusqu'à son dernière personne qui le possède. Et ça de manière publique. Évidemment, pour faire tout ça, il va falloir aussi numériser tous les contrats, les actions, les bonds. Je parle encore une fois des référentiels. On peut faire la même chose qu'avec les actions. On a un référentiel unique qui est partagé par tous les intervenants dans le marché. Donc, s'il y a une corporate action, s'il y a quelque chose, tout le monde est au courant, tout le monde a exactement la même information. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très sympathique qui est possible avec la blockchain et les smart contracts. Ça va être l'automatisation de toutes les corporate actions. C'est un processus extrêmement manuel, les corporate actions. Quand il faut voter pour une fusion, il faut voter pour un nouveau dividende, tout ça, ça se fait manuellement. Il y a une date d'échéance, on vote, il y a tout ça, on envoie des mails au dépositaire qui va vérifier qu'on ait bien le bon nombre de titres. Entre-temps, évidemment, le nombre de titres varie. C'est extrêmement manuel. Là, on peut le faire directement en programmant un contrat. Voilà. Le vote, il se fait automatiquement. Et en plus, on peut tracer ce qu'on a fait. On peut dire, voilà, à telle date, je voulais voter pour la fusion. Donc j'ai signé, j'ai voté automatiquement sur mon contrat. Après, j'ai changé d'avis. Ça, on pourra le voir. Donc on peut automatiser entièrement ce process et on peut rajouter bien plus d'intelligence dans nos actions. On peut faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. J'ai parlé aussi de produits autonomes, donc ça va être des smart contracts. Un smart contract, on peut même imaginer quelque part une action qui se gère elle-même. Je vais un peu loin. Un produit dérivé qui se clôture lui-même. Arrivé à l'échéance, paf, le produit dérivé est échu. Il y a des flux qui sont transférés entre les parties en fonction du cours de l'action et du strike, par exemple, pour une option. Et voilà, tout se clôture automatiquement. Et le programme est directement dans la blockchain. Vous voulez savoir ce que c'est comme option ? C'est dans la blockchain. Il y a aussi le souci de traçabilité des documents. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi.
j'ai eu de nombreuses fois à récupérer des swaps en l'occurrence, qui dataient parfois de banques précédentes, donc d'un opérateur de marché qui avait traité ça, par exemple, dans une banque qui avait été rachetée, et je devais récupérer son contrat. Et souvent c'est illisible parce que c'était des fax, des refaxés à chaque fois, rescannés. Donc arriver à comprendre la formule mathématique quand ça a été scanné et faxé 10 fois, c'est un sacré challenge. Donc ça, étant donné que le contrat est directement dans la blockchain, j'ai plus besoin de le faire. Je veux savoir comment mon produit, quel flux je vais devoir payer à maturité. Ben, c'est facile. Soit c'est programmé directement, donc c'est écrit en code, soit j'ai scanné le document et il est accessible directement par tout le monde dans la blockchain. Alors quand je dis par tout le monde, il peut être lisible uniquement que par les gens qui sont concernés et pas par les autres. Donc on voit les possibilités et c'est là qu'on va faire les grosses économies. Parce que on automatise, on enlève tout le processus de post-trade, on rajoute de la traçabilité, on rajoute du contrôle. Donc c'est aussi intéressant au niveau au back-office, on a un devoir de vérifier aussi avec qui on traite. Je ne suis pas autorisé à traiter avec toutes les contreparties. Donc là, je peux établir des règles en interne ou même en externe. C'est le régulateur qui peut m'imposer des règles, par exemple, et me dire « tu n'as pas le droit de traiter avec tel pays ». Et bien ça, je peux l'écrire dans le code. Je peux dire « telle personne qui a ses droits, qui travaille dans telle banque, ne pourra pas traiter telles actions, telles bonds, ou traiter avec tel pays ou telle contrepartie ». Je peux directement l'intégrer dans le code. Donc transparence, traçabilité. Ça, le régulateur, normalement, il devrait adorer. Alors, je vais modérer un peu mon propos, parce que ça ne va pas être si simple. On parle quand même d'une refonte fondamentale de l'architecture même des marchés financiers. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Changer de système dans une banque, on parle d'au moins 18 mois. Donc changer l'architecture fondamentale d'un système, oui, je suis gentil. J'ai dit au moins 18 mois. Donc changer l'architecture d'un système, ça va être très très long. Il faut plutôt tabler sur 5, 10, peut-être même encore plus. Alors ça pose des problèmes, par exemple, il y a des choses qui n'existent pas aujourd'hui. C'est quoi un smart contract ? Comment je fais ? Qu'est-ce que ça a comme validité légale ? Un contrat qui s'exécute automatiquement. C'est quoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un bug dans le code ? Bon, toutes ces choses-là, on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la réglementation. Moi, je pense que les régulateurs devraient sauter sur l'occasion. C'est l'occasion pour eux, c'est une occasion unique de faire encore mieux leur métier, faire beaucoup mieux leur métier, et peut-être même de pouvoir le faire. Côté opérationnel, encore une fois, comment est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va au début avoir deux systèmes, l'ancien système legacy et le nouveau système, la blockchain ? Et puis des questions techniques qui ne sont pas encore résolues. Des problèmes de scalabilité, tout le monde en a entendu parler au niveau de la blockchain. Comment est-ce qu'on va faire ? Quelle solution on va utiliser ? Le débat un peu touchy, blockchain publique, blockchain privée. Il y a des choses que j'ai décrites qui sont aujourd'hui pas possibles avec, par exemple, notamment la gestion des droits et des choses, forcément une gestion des droits centralisée. Bon, moi, je serais obligé de le faire avec probablement avec une blockchain privée. Mais je vais rebondir un petit peu. Je ne veux pas être négatif. Donc, vu de tous les avantages, il est fort probable que la blockchain se retrouve au cœur même de toute l'infrastructure financière. Il y a de tels avantages à l'utiliser que ça me semble assez peu probable qu'on passe à côté. Alors, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'interopérabilité des systèmes, qui est quasiment nulle aujourd'hui. C'est que même si on a différentes blockchains, en gros, le fonctionnement reste similaire. Et on va pouvoir sauter d'une blockchain à une autre. Ça, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a aujourd'hui. Alors,
question qu'on pose souvent, c'est voilà, maintenant, quelles seront les prochaines applications? Où est-ce qu'on verra la blockchain arriver? Alors, je ne pense pas qu'on voit la blockchain arriver dans des métiers, par exemple, comme les métiers de l'equity, tout de suite. La raison, c'est que même si les économies sont très importantes, il y a une étude de Santander qui parle de 15 à 20 milliards en 7 ans d'économies, mais que sur les paiements, je ne parle même pas d'equity, ça n'arrivera pas, à mon avis, très vite, parce que les enjeux sont très importants. Le système, au final, marche quand même très bien, même s'il coûte très cher. Il y a beaucoup d'erreurs, mais le temps de settlement, le temps de traitement des opérations permet en général de les régler. Donc c'est pas sur ces métiers-là qu'on va probablement voir arriver la blockchain en premier. Je pense plutôt aux métiers dans lesquels il n'y a pas beaucoup de réglementation, où la réglementation est légère. Des métiers où les coûts de friction aussi sont élevés. Il y a beaucoup d'opérations manuelles. Et là, j'ai cité 3 exemples. Donc les swaps OTC, c'est un peu moins vrai maintenant parce que le régulateur a fait en sorte qu'il y ait des chambres de compensation centrales. Mais plus pour le trade finance, tout ce qui est commerce international, où il y a encore beaucoup de papier. À chaque fois qu'un conteneur arrive dans un port, à chaque fois que le conteneur est déballé, à chaque fois il y a des papiers. Là, on pourrait très bien envisager la numérisation entière, le suivi sur la blockchain des produits, des conteneurs, savoir qui a réceptionné le conteneur. On peut même automatiser les paiements. Quand le conteneur est arrivé, quand le paquet arrive à destination, on paye le fournisseur directement. Tout ça programmé dans la blockchain avec des smart contracts. Donc là, ça a un vrai intérêt. Les prêts syndiqués aussi. Les prêts syndiqués, voilà, il y a plusieurs banques qui se mettent d'accord pour prêter à telle société. Elles peuvent le faire très facilement, en l'occurrence, dans la blockchain. Aujourd'hui, les prêts syndiqués, ça met souvent plusieurs semaines à settler. C'est, on va dire, autant, c'est comme si on transférait le papier à la main. Et au plus là, au niveau du back-office, où les applications seront celles où on va réduire drastiquement les coûts. L'application numéro 1, je pense qu'on en a parlé, ce sera probablement étudié dans le cas du consortium avec la Caisse des dépôts, c'est tout ce qui est compliance et KYC. Aujourd'hui, chaque banque, chaque institution financière doit vérifier que son client, c'est bien le bon. Il nous faut à chaque fois donner sa carte d'identité, son nom, prénom, adresse, lieu de naissance, un justificatif de domicile. Ça, on peut imaginer qu'il y ait une base décentralisée avec toutes ces informations. Si j'ai ouvert un compte chez BNP et que j'ai donné déjà une seule fois ces informations, si je veux ouvrir un compte Société Générale, il va me juste suffire que je donne la transaction dans laquelle j'ai rentré ces informations, que je signe pour prouver que c'est bien moi, et la Société Générale, je lui donne ces informations, je lui montre, et pourra voir qu'effectivement, BNP a dit oui, je suis digne de confiance. J'ai passé ce processus de KYC. Et Société Générale n'a plus besoin d'avoir tout le système, n'a plus besoin de refaire la même chose. Comme je en ai parlé tout à l'heure, le traitement des corporate actions et aussi tout ce qui est référentiel, tout ce qui est données qui sont partagées par tous les acteurs. Voilà, donc j'ai été un peu vite, mais j'ai tenu mon timing. Voilà, maintenant si vous avez des questions. Il y a sûrement des questions. Carrie. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Et je suis pas vraiment d'accord avec ce délai. Donc, tu dis tout à l'heure qu'il ça va prendre entre 18 mois juste pour commencer le pensée de tout ça. Et peut-être l'application de cette technologie, c'est dans les prochaines 5 à 10 ans qui viennent. Mais avant-hier, il y avait un article qui est sorti sur New York Times. Et c'était une interview qui était faite avec Kensho. Est-ce que tu connais la boîte? Kensho, en fait, c'est plutôt lié avec le développement des algorithmes pour le machine learning et artificial intelligence. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler actuellement avec Goldman Sachs. Et grosso modo, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est dans les prochaines 7 à 10 ans qui viennent, entre 30 jusqu'à 50% des jobs qui sont faits aujourd'hui par les analystes de Goldman Sachs seront remplacés par cet algo. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est si les sociétés et les banques ici en France ne sont pas aussi réactives, dans ce cas, on ne pouvait pas adapter et continuer d'être en compétition avec eux.
Donc c'est vraiment plutôt te dire il faut se réveiller, parce que si on va continuer dans cette cadence concomitante, je ne pense pas que ça marchera dans l'avenir. Donc c'était plutôt pour te dire que voilà, c'était un remarque. Ce qui se passe aujourd'hui, et tu l'as dit, c'est que l'innovation, elle est du côté des startups. C'est de là que viendra le changement. Et les banques aujourd'hui s'en rendent compte, elles se rendent bien compte qu'il y a un danger et qu'il va falloir, et qu'il faut intervenir. Et c'est le moment, parce que les banques ont encore un capital confiance important, elles peuvent jouer sur un réseau, la relation client c'est important, ces startups elles l'ont pas ça encore. Même si on peut payer, on peut faire des transactions à zéro fees avec une startup, on ne sait pas trop qui c'est encore. Elles ne sont pas encore mondiales. Donc, utiliser ces nouvelles technologies pour les banques, je pense que c'est maintenant. Et il faut qu'elles utilisent ce capital confiance qu'elles ont encore. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, déjà dans cette technologie, quelque chose qui est utilisé? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a déjà un embryon d'utilisation, justement, pour savoir si c'est déjà le cas, et surtout, comment ça s'est traduit, quoi? Alors, en l'occurrence, il y a plein de cas d'usage, il y a plein de choses qui sont déjà faites. Je pense notamment à des sociétés, il y a un exchange aux US qui a toute sa comptabilité sur une blockchain. Alors après, est-ce que c'est utilisé aujourd'hui et que vous le voyez dans les journaux? La réponse est non. On ne le voit pas forcément, c'est pas utilisé à grande échelle. Par contre, il y a des choses qui sont faites qui marchent très bien. Je peux aussi citer l'exemple du Nasdaq qui a mis un segment de son marché, en l'occurrence un segment des pré-introductions en bourse, qui utilise la blockchain. Donc oui, il y a des choses, ça arrive. Mais il ne faut pas oublier que la prise de conscience date de l'année dernière. Vous avez parlé de scalabilité. Est-ce que la scalabilité, c'est pas le vrai écueil par rapport au blockchain? Parce que tant qu'on reste dans des choses assez confidentielles, ça va, mais à partir du moment où on va vouloir le développer et avoir un certain nombre de transactions par seconde important, il y a un moment où on va atteindre un plafond, parce que les blockchains, ce système de minage est extrêmement consommateur quand même en temps de calcul, et par rapport à des fonctionnalités équivalentes dans un système centralisé, blockchain n'arrivera pas forcément à relever le challenge. Est-ce que les blockchains sont vraiment condamnés à rester sur des applications quand même assez confidentielles, telles que le Bitcoin? Le Bitcoin fonctionne parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de transactions. Mais s'il devait y avoir beaucoup de transactions, ça ne marcherait plus. C'est fondamental comme question. La réponse est on pourra utiliser blockchain comme une infrastructure, mais on pourra avoir par-dessus. Il y a d'autres, je crois que dans un des slides, je me souviens plus à quel moment, on en a parlé, on parle des sidechains, donc des chaînes qui sont à côté, sur lesquelles on pourra, qui n'auront pas forcément le même niveau de sécurité, le niveau de sécurité qu'on choisira en l'occurrence, on pourra effectuer des milliers, des centaines de milliers de transactions par seconde. Et on va pouvoir faire par exemple le netting une seule fois par jour, comme on fait aujourd'hui, sur la blockchain principale. Donc il y a des solutions. Tous les systèmes, alors il est vrai que tous les systèmes décentralisés ont un problème, c'est que pour mettre à jour les bases de données, il faut échanger beaucoup d'informations. Donc le réseau, il y a un problème de congestion au bout d'un moment. Donc il va falloir, pour assurer la scalabilité, on peut envisager des blockchains privées, donc avec un système d'accès contrôlé, classique. On peut, comme j'ai dit, les sidechains. Donc il y a beaucoup de solutions. Donc elles sont en train d'être mises en place, d'être mises en œuvre. Il y a des solutions techniques qui existent aujourd'hui. Il y en a plein de nouvelles qui arrivent parce qu'on sait que c'est fondamental. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Dernière question. Alors, travaillant souvent en environnement de salle de marché au sein d'une maîtrise d'ouvrage, on a beaucoup de problématiques d'erreurs, de saisie, par exemple.
Et de ce que si je comprends bien, une fois qu'une transaction est réalisée, elle est irrévocable. Comment peut-on envisager une solution par rapport à cela? Alors, déjà, premier élément de réponse, il y a beaucoup d'erreurs de saisie, notamment parce que les référentiels ne sont pas bons. La majorité, et je sais, j'en ai fait moi aussi des erreurs, souvent le trader est fautif. Il n'a pas rempli la bonne contrepartie, il n'a pas mis le bonne action, il a mis une action, il a mis Air France côté Amsterdam et pas en France. Voilà, bon, ça c'est les erreurs classiques. Ce qu'on peut faire pour vérifier, c'est faire de la multisignature par exemple. Donc, quand le trade est entré, d'abord on peut dire qu'il est vérifié. Est-ce que toutes les règles de validation sont bonnes? Donc les règles internes ou externes, celles du régulateur ou celles de la banque. Est-ce que la personne a bien le droit de traiter telle action? Et ensuite, on peut demander par exemple à quelqu'un du middle office, dont c'est le métier aujourd'hui d'ailleurs, de vérifier les transactions, sauf qu'il le fait en général pas à l'instant T, il le fait plus tard, de vérifier que tout a bien été rentré. Et après on envoie. Évidemment, il y a un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug dans le code, sachant que la transaction est irrévocable. Bon, mais en réalité, toutes les transactions sont plus ou moins irrévocables. À chaque fois, il y a une écriture dans la base de données. C'est juste qu'on peut écrire par-dessus aujourd'hui, j'annule la transaction. Bon, va peut-être falloir créer un système qui va nous permettre de faire ce genre de choses. Mais c'est possible. Merci Pierre pour toutes ces informations.